ça ne nous rajeunit pas. Putain, 7 ans. T'y crois, toi? Moi, j'ai rien vu passer. On a enchaîné les visionnages, écrit des scripts, tourné, retourné, détourné, et hop, 7 ans, alors qu'on vient à peine de commencer. Le temps est une notion relative. Mais attends, 7 ans, c'est un chiffre ça, 7 ans. 7 ans comme les 7 nains, comme leurs 7 anneaux, comme les 7 péchés capitaux, comme l'âge de raison. Il faudrait un épisode archi spécial pour fêter ça. Une série exceptionnelle, exquise, excellente. Non, tu as raison, pas pour un 7e anniversaire. Pour un 7e anniversaire, il faut quelque chose de moins universel, de plus personnel. Tu vas le manger ton gâteau? Pas touche, c'est à moi. Faudrait une série qui nous touche personnellement, comme si elle avait été écrite pour nous. Genre Code Lyoko. Oui, tu as raison, on l'a déjà fait. Mais c'est l'idée, une série qui répond à un certain type d'attentes, les nôtres même, et surtout celles qu'on est les seuls à avoir. Une série qui a clairement été écrite par des auteurs qui nous ressemblent pour des gens qui nous ressemblent, mais avec tellement d'efforts que même ceux à qui elle n'est pas destinée sont obligés d'admettre qu'elle n'est pas banale. Il faut qu'elle soit émouvante, et riche, et intelligente, et drôle. Ah, je sais ce qu'on va faire aujourd'hui! Au fait, il est où Pesme? Tu te rappelles Phineas et Ferb? Qui pourrait avoir oublié? Qui pourrait même avoir besoin qu'on lui explique à quel point c'est génial Phineas et Ferb? C'est bon, la scénette d'introduction est finie, tu peux arrêter de faire le Phineas. Je ne fais pas le Phineas, je fais la Chouki qui se prépare à parler de Phineas et Ferb. Ça ressemble à du Phineas. Parce que cette série est aussi enthousiasmante que ses héros sont enthousiastes. Et pas juste par contagion. C'est une série feu d'artifice. Chaque instant est une explosion de lumière, chaque explosion est plus belle que la précédente, et en même temps, c'est le fait qu'il y ait eu la précédente qui la rend belle. Tu es au courant, bien sûr, qu'il y a des gens qui n'aiment pas Phineas et Ferb. Bien sûr, et c'est normal. Je suis sûre qu'il y a des tas de gens qui n'aiment pas les feux d'artifice. Non, plus sérieusement, il y a des choses qui ont vocation à être universelles, mais Phineas et Ferb n'en fait pas partie. Phineas et Ferb, c'est plus le genre à faire son propre truc. On apprécie quand on a les mêmes goûts que les auteurs, et on apprécie d'autant plus grâce à ce sentiment de connivence. Mais si on a d'autres types d'attentes que les auteurs, on n'arrive pas à entrer dans l'œuvre, même en essayant. Ça ne veut pas dire que l'œuvre est mauvaise, ça veut dire qu'on ne fait pas partie du public auquel elle s'adresse. C'est arrivé à de nombreuses personnes pour Phineas et Ferb. Ok, je peux comprendre, après tout, nous, ça nous est bien arrivé pour Gravity Falls. Tu ne crois pas qu'on s'est déjà bien assez mis les fans de Gravity Falls à dos avec notre dernière vidéo? Ce qu'on a dit dans la dernière vidéo, c'est que Gravity Falls ressemble à Scooby-Doo Mystère Associé et qu'on a préféré Mystère Associé. Mais comme on a fini par le préciser, on a vu Gravity Falls en premier. Ce n'est pas la comparaison qui nous a empêchés d'accrocher, c'est vraiment le fait que Gravity Falls, c'est pas notre truc. Notre truc, c'est Phineas et Ferb. Je crois que ce serait bien que tu développes parce que là tu viens encore de briser des milliers de cœurs. Bon, nous n'avons pas trouvé Gravity Falls drôle. Pas à la manière de gens à qui on raconte une blague et qui ne la trouvent pas drôle, non. À la manière de gens qui écoutent un discours sérieux, poétique, appelant à la réflexion, et qui voient d'un seul coup toute l'assistance, et parfois même l'orateur, se marrer de manière totalement inattendue. Ces gens, du coup, essayent de repenser aux dernières phrases du discours pour déterminer à quel moment il y a eu une blague, et rien n'y fait, ils voient pas. Dans Gravity Falls, nous voyons bien qu'il y a une esthétique de série comique, que les personnages sont des personnages de série comique, que les situations sont des situations de série comique. Mais à quelques rares exceptions près où une réplique nous fait sourire, nous ne savons pas ce qui, dans les événements qui se produisent devant nos yeux, est une blague censée faire rire. Je vous promets que c'est très déstabilisant. Et donc ce n'est sans doute pas de la faute de Gravity Falls puisque le phénomène marche aussi dans l'autre sens. Il arrive fréquemment que lorsque nous faisons une blague, on nous regarde avec incompréhension et nous répond comme si on avait parlé sérieusement. Ou pire, qu'on explique un truc de manière tout à fait sérieuse et que tout le monde se mette à se marrer sans qu'on comprenne ce qu'on a dit de drôle. Le fait est que tout le monde n'a pas le même humour et que nous on a incontestablement pas le même humour que tout le monde. Ceci étant posé, nous sommes parfaitement conscients de ce qui peut rebuter dans l'humour de Phineas et Ferb. En tout cas, ce dont nous sommes conscients nous a été confirmé par des gens qui n'aiment pas Phineas et Ferb. Il y a une chose qu'il faut comprendre. Phineas et Ferb c'est un cartoon. Un cartoon ambitieux, où il y a une continuité, où les relations et la psychologie des personnages sont développées, où les incongruités de l'univers sont relevées et moquées au sein même de la série. Dunville est réputé pour ses spectacles musicaux spontanés. Mais un cartoon quand même. Tout son humour se fonde sur le comique de répétition. Du coup, évidemment, les premiers épisodes sont faiblards, parce qu'il faut installer les schémas à répéter. Mais assez rapidement, on se met à jouer avec les attentes des spectateurs vis-à-vis de ces schémas. Waouh, bravo pour la fresque. Vous avez eu la permission de le faire? Oh non, mais de toute manière, il va être démoli le bâtiment.
qu'il en soit, si on n'est pas sensible aux comiques de répétition, c'est sûr qu'on pourra toujours apprécier la façon dont les relations entre les personnages évoluent, ou le fait que l'univers soit déjanté, mais ça ne suffira pas à générer du plaisir de visionnage. Le spectateur qui n'aime pas le comique de répétition sera devant Phineas et Ferb, comme nous devant Gravity Falls, à se dire « Ok, mais c'est quoi en fait le délire de cette série ?» Et c'est quoi alors l'histoire? Malheureusement, expliquer que la répétition c'est justement le but de la série, c'est pas ça qui améliorera la réception de la série. Si on nous avait expliqué dès le départ, non mais vous vous prenez trop la tête, le gars que c'est juste que Dipper se prend une veste par Wendy, c'est drôle parce qu'il a une vie de merde et qu'une vie de merde c'est drôle, est-ce qu'on aurait réussi à rire de Gravity Falls? Je ne pense pas. En bref, si vous n'aimez pas Phineas et Ferb, nous n'allons pas vous le reprocher. Nous n'allons même pas essayer de vous faire changer d'avis. Par contre, nous allons vous expliquer avec force conviction pourquoi nous on aime. On ne va pas la résumer dans le détail car ce serait aussi long que contre-productif, mais à la place, on va essayer d'analyser comment elle fonctionne. Ça ne vous convaincra pas, mais au moins ça vous permettra de savoir pourquoi cette série est appréciée. Comme on a dit, Phineas et Ferb c'est d'abord et avant tout un cartoon. Un cartoon façon Titi et Gros Minet ou Coyote et Bip Bip, sauf qu'au lieu d'un prédateur qui essaye d'attraper une proie, on a une grande sœur qui essaye de faire attraper ses petits frères par sa mère quand ils occupent leurs vacances d'été à faire des bêtises. Mais ce n'est pas tout, car les bêtises en question consistent à fabriquer pour le fun des choses extraordinaires et spectaculaires, ce qui fait qu'au final, la mère est la seule personne en ville à ne pas savoir ce que ses fils font. Mais ce n'est pas tout, car les deux frères ont un animal de compagnie, un ornithorynque, qui est en réalité un agent secret qu'on envoie en mission régulièrement contre un super vilain qui sévit dans le coin. Et ce n'est pas tout! Le combat de l'ornithorynque contre le super vilain est la plupart du temps à l'origine de ce qui empêchera la mère de découvrir les bêtises de ses fils. Et ça, ce n'est que le postulat de base. Au fil de la série, les développements autour de ce postulat vont se complexifier, les personnages vont évoluer, l'univers va s'enrichir de nouveaux gags, mais rien qu'au postulat de base, on se dit que la recette Coyote et Bip Bip a vachement progressé. Même pas. C'est toujours la même recette, mais mise en place de façon élaborée. Ce qui fait la particularité de Phineas et Ferb, c'est pas le postulat de base, ni le fait que l'univers s'enrichit à force de s'embêter à avoir une continuité tout en gardant pour but d'être humoristique. Phineas et Ferb a de nombreuses spécificités qui la rendent unique, mais sa particularité fondamentale, dont tout le reste découle, c'est que contrairement à Coyote et Bip Bip, c'est positif. Positif. Candice échoue systématiquement à démontrer à sa mère qu'elle ne ment pas et que Phineas et Ferb font bien des centaines de trucs dangereux par jour. Et Doofenshmirtz a toutes les raisons d'être un super vilain. Ses parents n'étaient pas là à sa naissance, on l'a obligé à se déguiser en nain de jardin, il a été élevé par des oslos, il a perdu à un concours de poésie contre un volcan en bicarbonate de soude. Et ça le rend malheureux? Non, parce que grâce à ça, il est devenu un génie du mal et il a rencontré Perry, son meilleur ennemi. Je me hais et il me hait, quelle merveilleuse animosité. Quant à Candice, non seulement sa quête pour démasquer ses frères, quoique infructueuse, lui apporte quand même quelque chose puisqu'elle décrochera avec brio un diplôme de droit grâce à l'expérience que ça lui a apporté, mais elle ne la rend pas complètement malheureuse non plus. Bien qu'elle soit extrêmement frustrée d'être prise pour une affabulatrice alors qu'elle dit la vérité, et bien que son besoin de prouver qu'elle a raison vire à l'obsession, elle a quelques compensations. Ses frères, inconscients de faire des choses que leur mère désapprouverait, et de ce fait inconscients du fait que leur sœur essaye de les démasquer, la font souvent participer à leurs expériences, et qu'elle le veuille ou non, ces expériences l'amusent. Ce n'est pas comme Ugly-Stone dans Robinson Sucroé, qui non seulement est victime d'une injustice qu'il essaye de dénoncer, non seulement n'obtient jamais gain de cause alors qu'il a raison, mais est traité cruellement par tout le monde alors que ce qu'il fait est amplement justifié. En outre, la série évoluant au fil du temps, Candice ne vit pas que pour dénoncer ses frères. Elle a aussi une meilleure amie, Stacy, un petit ami, Jérémy, une vie d'adolescente plutôt enrichissante, et même si, étant profondément angoissée de nature et peu sûre d'elle comme beaucoup d'adolescentes, elle se prend très souvent la tête plus qu'il n'est nécessaire, elle est très appréciée de ceux qui l'aiment et les gags autour de ses angoisses et de ses maladresses ne sont pas douloureux à voir parce qu'ils ne remettront jamais en question l'image que Jérémy et Stacy, qui sont vraiment les personnes les plus patientes du monde, ont d'elle. En fait, la série se renouvelle si bien qu'il n'y a jamais un seul type de gag autour d'un personnage. Ce qui fait... Tu te disperses, là t'étais en train de parler du fait que c'est positif. Oui, mais c'est lié au fait... Tout est lié, on ne s'en sortira pas sans un minimum de méthode, il nous faut un plan. Un plan? Il suffit de demander. Pas ce type de plan. Ah. On peut vraiment pas compter sur toi. Tu nous fais un plan? Partie 1, l'état d'esprit de la série. Positif, je viens de le dire. C'est tout? Non, c'est pas tout. Parce que d'habitude, quand on vous dit qu'une série a un état d'esprit positif, on veut dire que le message qu'elle véhicule est positif, que la série donne de l'espoir. Mais Phineas et Ferb ne donne pas d'espoir parce qu'il n'y a pas de message. Tout s'y passe exagérément bien, dans un monde exagérément idéal, et c'est drôle. Juste drôle. La positivité est là pour le gag, et uniquement pour le gag. D'ailleurs, il n'y a pas de thème non plus. On peut considérer que Gravity Falls parle de puberté et Steven Universe de famille recomposée.
Phineas et Ferb, ça parle de Phineas et Ferb. Et de Perry l'ornithorynque, son ennemi Doofenshmirtz, son supérieur le major Monogramme, Carl l'assistant non rémunéré, et l'OSAS, l'organisation sans acronyme sympa dont tous les agents sont des animaux. Tout cela pour le gag, et uniquement pour le gag. C'est utile à préciser car la série contient 1001 détails dont une série comme Et Arnold ou la cour de récré se serait emparée pour en faire un thème, que ce soit le fait que Phineas et Ferb n'aient aucun lien biologique de parenté, le fait que Doofenshmirtz et Monogramme aient des rapports conflictuels avec leur famille, ou un tas d'autres choses qu'on aperçoit le temps d'un ou quelques épisodes, et qui dans n'importe quelle autre série seraient source d'enjeux, mais qui dans Phineas et Ferb font juste partie du décor. Par exemple, la relation de Perry et Doofenshmirtz est souvent comparée à celle d'un couple, mais n'y voyez pas un message sur l'homosexualité ou la zoophilie, ça ne sera jamais rien de plus, rien de moins qu'un gag. Si on tient vraiment à ce qu'il y ait une morale à la série, ce sera... Tu te focalises trop sur cette histoire de message, la problématique va bien au-delà. L'univers de la série est incroyablement riche, les personnages sont largement plus profonds et plus cohérents qu'il n'est nécessaire, il y a une continuité, qui est respectée autant que possible et dès que c'est pas possible, l'absurdité est relevée par les personnages eux-mêmes. Oui, on connaît tous la chanson. Mais je me souviens plus du tout d'où ça vient, c'est drôle. Les chansons sont composées, instrumentées et chantées avec une rigueur digne de Broadway. Bref, la série s'impose d'avoir une qualité bien plus haute qu'un enfant n'aurait l'idée d'attendre d'elle, et tout ça n'est là que pour le gag. Phineas et Ferb n'a pas d'autre prétention que de faire rire, mais c'est une prétention énorme. Les proches auraient adoré. Il va falloir qu'on développe sur les efforts que la série fait, mais d'abord il faudrait qu'on parle des règles internes qu'elle s'impose et des conditions spécifiques dans lesquelles elle s'autorise à les enfreindre. Pas à n'importe quel moment, juste quand ça pouvait être drôle. Oui, c'est ça, mais il faut quand même détailler. Garçon, une partie 2. Partie 2, les règles internes à la série. On a dit que le principal ressort humoristique de la série, c'était les gimmicks et les gags récurrents qui finissent par être détournés au bout d'une centaine de fois. Mais la vérité, c'est qu'il y a aussi du comique de situation, des références culturelles, des gags méta, qui ne marchent que si on regarde en direct et pas en DVD. Qui pourrais-je appeler pour ça? Non mais oh, vous permettez? On est en train de faire un gag visuel. Oh bah merci. Du comique de narratologue, de l'absurde, des répliques qui tuent et de la caricature. En fait, on trouve tous les types d'humour car le rythme effréné des épisodes permet une succession très rapide des gags. Ce qui caractérise l'humour de la série plus que les gimmicks, c'est qu'il porte sur les succès improbables et la compétence exagérée des personnages, ce qui est à la fois un humour plus rare et plus compliqué à réussir que l'humour typique des cartoons fondés sur les échecs cuisants et l'incompétence invraisemblable. T'as perdu tout le monde là. Défini comique de narratologue. J'aurais pu dire comique à la Sonic Boom. C'est tous les gags qui détournent ou se réfèrent à des recettes classiques de fiction. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est en pleine ondulation, je pense qu'il a un flashback. Et il est au courant que nous on voit rien? Ceux de Phineas et Ferb sont plus ciblés et moins généraux que ceux de Sonic Boom et sont souvent aussi dans le registre de la parodie. Peu importe, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que l'humour ne porte pas entièrement sur les règles internes de la série. Mais comme elle ne se refuse rien, le seul moyen pour elle de ne pas partir dans tous les sens est d'être super pointilleuse avec les règles de base qu'elle s'est choisies, et de ne les détourner que pour mieux les mettre en valeur. C'est ça qui donne le sentiment que le comique de répétition est le comique principal, alors qu'elle fait appel à un tas de comiques divers et variés. Encadrer les gags dans des règles immuables pour leur donner une cohérence qui les rend drôles, c'est pas une exclusivité de Phineas et Ferb. Dans Coyote et Bip Bip, par exemple, la règle est que Will Coyote ne soit jamais blessé que par ce qu'il a déclenché lui-même. Le gag fonctionne parce que ce qu'il fait se retourne contre lui. Et il est drôle parce que c'est ce qui se passera toujours. On en vient à rire par anticipation. Dans Phineas et Ferb, c'est plutôt la recette inverse. Ce n'est jamais Candice qui fera l'erreur qui empêchera sa mère de voir ce que font ses frères. Ce ne sera jamais Phineas et Ferb non plus. Ils sont autant indifférents aux efforts de leur sœur pour les dénoncer que Bip Bip aux efforts du coyote pour l'attraper. Ils en sont surtout complètement inconscients. Ils sont persuadés que leur mère ne trouverait rien à redire à ce qu'ils font parce qu'ils sont persuadés que par « on va jouer dans le jardin », il est évident qu'ils pourraient vouloir dire « on va construire une plage dans le jardin ». Pourquoi? Parce que c'est la norme dans cet univers. Non, c'est la norme de trouver ça normal. Phineas et Ferb sont les seuls à faire ce qu'ils font, du moins à le faire avec une telle régularité. Et on sait que cette spécificité les destine à un avenir brillant. Mais être capable dans cet univers de construire des montagnes russes géantes en une demi-journée, c'est quelque chose de remarquable, mais pas à ce point-là. De même pour les machines de Doofenshmirtz qui étaient nulles en sciences du mal au cours de ses études. Rien ne leur est impossible, même si la série fait la distinction entre des réalisations extraordinaires faciles et des réalisations extraordinaires compliquées. Faire des choses comme ça dans cet univers, c'est quand même un peu limité par la compétence de chacun, car Phineas et Ferb sont loin d'être des imbéciles, mais c'est surtout limité par l'imagination et la créativité. Si Phineas et Ferb sont les seuls à faire un mini-golf géant chez eux, c'est d'abord et avant tout parce qu'ils sont les seuls à en avoir l'idée. Le rôle du surdoué, c'est un autre personnage, Baljeet, qu'il tient, et ça ne joue pas du tout le même rôle. Je voudrais être notaire.
Je veux des notes au stylo rouge. Donc Phineas et Ferb ne voient pas l'utilité d'informer leur mère de ce qu'ils font. Pour eux, c'est comme aller faire du vélo dans le jardin. Quoi qu'il en soit, ce n'est jamais ni Phineas, ni Ferb, ni Candice, ni même la mauvaise volonté de leur mère, Linda, qui provoquera la disparition de leur création du jour. Ce sera toujours dû à un extraordinaire et imprévisible concours de circonstances. C'est un des avatars divers et multiples de la positivité de la série. Les malheurs n'arrivent que par malchance. Malgré le fait que Candice rate tout le temps, elle n'est pas présentée comme étant incompétente, et Linda n'est pas présentée comme étant débile. Le gag, c'est le hasard et uniquement le hasard. Un cartoon classique, même construit sur un principe de positivité, se contenterait de mettre en place tous les jours une nouvelle circonstance dont la drôlerie viendrait de son improbabilité. C'est ce que fait Coyote et Bip Bip. C'est aussi un peu ce que fait Phineas et Ferb. Oui, et ce gag fonctionne. Mais la série ne s'en contente pas et cherche toujours à explorer d'autres aspects de la situation spécifique de chaque épisode pour en faire autant de gags. Les machines de Ville Coyote sont interchangeables car le gag fonctionne toujours de la même façon. Les créations de Phineas et Ferb ne sont pas interchangeables. La série va certes toujours exploiter la condition de base de la façon dont celle-ci doit être exploitée. Candice va chercher à dénoncer la nouvelle création à sa mère et échouer par malchance. Mais ce gag unique sera juste le fil rouge de l'épisode, autour duquel la série va développer les conséquences pratiques de ce que Phineas et Ferb sont en train de faire, ce qui va générer des gags spécifiques de la création de l'épisode, puisque la création du tube de l'été n'entraîne pas les mêmes gags que réparer la machine à voyager dans le temps au musée, mais aussi des codes plus généraux qui sont liés à ces gags spécifiques. Ainsi, comme on a dit, Linda Flynn Fletcher, la mère, est la seule personne dans tout Danville à ignorer ce que font ses fils. Forcément, une plage dans le jardin, des montagnes russes, un combat de robots géants dans les rues, ça se remarque. Vu que tu tiens beaucoup à la comparaison avec Coyote et Bip Bip, ce serait quoi l'équivalent? Ce serait que les pièges de Ville Coyote atteignent d'autres animaux. Ou mieux, qu'ils permettent à d'autres prédateurs d'attraper Bip Bip. Si bien qu'au fur et à mesure, Ville Coyote devienne le seul à ne jamais avoir réussi à attraper d'oiseaux de l'espèce de Bip Bip et... Oui bon, la comparaison a ses limites comme toute comparaison. Bref, à force d'inventions que leur mère est la seule à ne pas voir, nos héros se taillent une telle réputation que quel que soit le projet du jour, toute la ville est là pour participer. Mon prof de sciences, mais qu'est-ce que vous faites là? Je ne rate jamais les fêtes de Phineas et Ferb. Même Laurence Fletcher, le père, assiste à certaines expériences en ayant au préalable demandé à sa femme si elle avait donné son accord et compris, suite à un malentendu, que oui. Bien sûr, les adultes sont un peu étonnés. Vous n'êtes pas un peu jeune pour être ingénieur en montagne russe? Si. Et alors? Vous n'êtes pas un peu jeune pour découvrir l'Atlantide? Oui. Et alors? Vous n'êtes pas un peu jeune pour embarquer sur un bateau de pêche? Oh bah tiens. Si. Et alors? Vous n'êtes pas un peu jeune pour être paysagiste? Si. Et alors? Vous n'êtes pas un peu jeune pour avoir vu ces vieux films policiers? Si, on est jeunes. Et alors, on est... des experts? Mais aucun n'ira jusqu'à s'opposer à l'expérience. Ce n'est pas à eux de le faire, ils ne sont pas les parents de ces enfants. Personne à part Candice dans tout Danville n'est assez concerné ou assez conscient pour se soucier du fait que Linda n'est pas au courant. Il faut dire que pour ne pas être au courant, il faut vraiment le faire exprès. Et Linda ne le fait pas exprès. Non, et il n'est pas aveugle ou borné non plus. Elle est juste tenue à l'écart par le scénario. C'est simple, la seule personne susceptible d'empêcher Phineas et Ferb de se lancer dans leurs expériences rocambolesques, c'est Linda. Donc Linda ne découvrira jamais comment ses fils occupent leur temps. Sauf dans un futur lointain où elle n'a plus autorité sur eux devenus adultes. Ou alors c'est bien évidemment un rêve, mais de qui? Quand tu le dis comme ça, on a l'impression que tout ce qui se passe dans la série n'est que la conséquence du fait que Phineas et Ferb ne sont jamais piégés. Pourtant, ça ne constitue qu'une partie de la série. Déjà parce qu'il y a la deuxième intrigue, celle de Doofenshmirtz et Perry l'ornithorynque. Ensuite parce qu'il y a tout un tas d'autres règles dont découlent tout un tas d'autres gags et qui sont là indépendamment des règles qui régissent les deux intrigues. C'est vrai, mais c'est cette deuxième intrigue, et toutes ces autres règles indépendantes de la première qu'on a citée, qui permet de rassembler les circonstances improbables qui aboutiront à la disparition des inventions au moment où Linda regarde. Si la série ne nous racontait que les événements impliquant Phineas et Ferb, il y a bien un moment où on finirait par se dire que quand même, le hasard qui fait aussi bien les choses pendant plus de 200 épisodes, c'est pas crédible. Mais là, il se trouve qu'on voit d'autres règles du même univers à l'œuvre, et on constate bien qu'elles sont indépendantes de l'intrigue Phineas et Ferb, mais qu'elles sont bien la cause de la disparition des inventions. Et au fond, c'est bien ça la définition du hasard. N'empêche, tu saurais déterminer quelles sont les règles de l'intrigue Doofenshmirtz et Perry l'ornithorynque, toi? Contrairement à l'intrigue de Candice, elle n'en a pas vraiment. Je veux dire, il y en a aucune qui soit indispensable pour que le gag soit drôle. Le fait que Perry cache son métier et ses compétences à ses propriétaires parce que sinon sa couverture serait compromise et il devrait changer de famille d'accueil, et le fait qu'il soit assez professionnel pour accepter ce sort dans ce cas de figure même si ça lui déchire le cœur, ce sont plutôt des nécessités scénaristiques à la situation présentée dans la série. Du moins, ce sont des règles nécessaires pour que la situation ne soit pas frustrante. On sait que ce serait une mauvaise chose que Phineas et Ferb voient où va Perry, parce qu'on sait que si Perry tient Phineas et Ferb à l'écart de sa vie de super-héros, c'est parce qu'il ne veut pas être séparé d'eux. Les autres éléments récurrents de cette intrigue Doofenshmirtz-Perry, c'est plus des conditions de base qui peuvent être rompues ou ne pas l'être, qui participent à l'ambiance mais ne sont pas le fondement même du gag. Par exemple, dès que Perry entre dans le repère de Doofenshmirtz, il tombe dans un piège plus ou moins absurde pour être immobilisé pendant que Doofenshmirtz fait son topo de super vilain. L'aspect récurrent du truc et les gags sur le fait que cet aspect du truc soit récurrent sont drôles.
Je t'ai fait porter ton propre piège. Mais le plan diabolique de Doofenshmirtz lui-même et la façon dont Perry le déjouera peuvent être drôles même si Perry n'était pas toujours piégé à l'entrée. Le fait que Doofenshmirtz ait tout un tas de traumatismes d'enfance qui justifient son plan diabolique du jour, le fait que les agents de l'OSAS soient tous des animaux coiffés d'un chapeau pour montrer qu'ils sont des agents secrets, le fait que Carl soit exploité, le fait que le Major Monogramme n'arrive jamais à être le numéro musical de l'épisode, tout ça, c'est très beau, mais si ça n'était pas là, il y aurait d'autres choses tout aussi drôles, et ça serait quand même le même style de série. Alors que si Candice échouait autrement que par malchance, ce serait comme si Bip Bip se mettait carrément à agresser Ville Coyote, le style de la série changerait. En fait, dans l'intrigue de Perry, la règle ce serait plutôt qu'il n'y en a pas. Agent P, que se passe-t-il? Vous avez déjà attrapé Doofenshmirtz? C'est étrange, c'est lui qui vous attrape d'habitude. Ensuite, vous vous On échappez. varie les plaisirs de temps en temps. Ou plutôt qu'il n'y en a pas besoin. Perry est un agent secret ultra badass, super pro, courageux, malin, réactif, volontaire, et c'est un ornithorynque. Bleu. Beaucoup d'ornithorynques de cet univers le sont, mais pas tous. Bref, c'est suffisant comme base. Là aussi, ça participe à l'état d'esprit positif de la série. Le gag ne vient pas de l'incompétence de Doofenshmirtz, mais de la compétence de Perry, en total décalage avec le fait qu'il soit un ornithorynque. À la rigueur, le fait que Doofenshmirtz ne remette jamais en question le fait que son ennemi soit un ornithorynque peut être considéré comme la règle de base. En tout cas, à part ce simple fait, Perry est badass alors que c'est un ornithorynque, tout est possible, absolument tout. Et l'épisode du jour peut être tout aussi bien Doofenshmirtz qui trompe Perry avec un autre agent secret, que Perry qui doit aider Doofenshmirtz à repasser son permis de conduire. Même si, la plupart du temps, pour le plaisir, on restera sur la formule classique de Perry qui empêche Doofenshmirtz de conquérir le secteur des 3 états à l'aide de ces machines de la mort qui tuent dont le nom se termine toujours par Inator. La preuve qu'il n'y a pas besoin de conditions à ce gag, c'est que la condition Phineas et Ferb ne sont jamais mêlés aux aventures de Perry est sans doute la plus souple des conditions de la série. Elle n'arrête pas d'être remise en question. Comment ça? Bah à la base, si Vanessa, la fille de Doofenshmirtz, est introduite, c'est comme toujours pour un gag. Si elle se met à essayer de prouver à sa mère que son ex-mari est un super vilain de la même manière que Candice essaye de prouver à sa mère que ses fils font des choses rocambolesques, c'est encore pour le gag. Quand elle croise Candice dans sa quête pour retrouver une poupée collector, c'est encore pour le gag. Puis histoire d'exploiter encore plus le personnage, elle rencontre Ferb qui a le coup de foudre pour elle. À ce stade de la série, elle a déjà un petit ami. Croyez-le ou non, mais Ferb est le William. Il n'est pas un peu jeune pour être le William? Si. Et alors? On n'est pas dans Gravity Falls. Ferb n'a aucune chance de sortir avec Vanessa, mais la mise en scène fait bien en sorte de souligner que la seule chose qui protège Vanessa de son charme irrésistible, c'est qu'il est encore un peu trop jeune. Et encore, ça ne durera qu'un temps. En effet, la série se fait un plaisir de montrer qu'il sera avec elle 10 ans plus tard. Et avant ça, de montrer que Vanessa est quand même impressionnée et intriguée par Ferb. Candice, Ferb, c'est le diminutif de quoi? Bah, j'en sais rien. Il a beau avoir 10 ans, c'est quand même Ferb. Ferb qui ne parle que pour dire l'essentiel. Les Grisbarbes ont dû apprendre que le son de sa voix déstructurait la réalité. Ferb qui est celui qui a les compétences, là où Phineas est celui qui a la volonté. Même que c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas s'en sortir l'un sans l'autre. Comme Valérian et Laureline, ils sont un seul personnage. Et je ne pardonnerai pas au film d'avoir oublié ça. Ferb qui... J'étais en train de parler de Vanessa. Oui, pardon. Parle du fait que Vanessa est le seul personnage à faire partie des deux intrigues. Le seul, c'est peut-être un peu exagéré. Après tout, sa mère va au même cours de cuisine que Linda. Oui, mais Linda est autant à part de l'intrigue Phineas et Ferb que Charlène de l'intrigue Doofenshmirtz. Ça compte pas. Et l'autre exemple ne compte pas non plus. L'autre exemple? Bah tu sais, ce truc qui se passe à la fin de la série, dont on peut pas parler parce que c'est un spoiler, même s'il n'est pas très intéressant, et que tous ceux qui ont vu la série vont s'empresser de nous citer dans les commentaires sans considération pour ceux qui n'ont pas vu. Ça ne compte pas non plus, on vous expliquera pourquoi en privé. De toute façon, c'est pas très important que Vanessa soit la seule ou non. C'est surtout que ça devient ça, le truc autour d'elle. Elle fait partie des deux intrigues. D'un côté, elle assiste au combat de son père contre Perry, sans trop s'en mêler parce que c'est leurs histoires. De l'autre, elle connaît Ferb. Puis quand ça deviendrait un peu trop glauque de continuer dans cette voie-là, elle devient plutôt bonne copine avec Candice, qui lui fait découvrir le plaisir d'être fan de Ducky Momo. Et du coup, la frontière entre l'intrigue Phineas et Ferb et l'intrigue super vilain est floutée. N'empêche, Vanessa ne se rendra jamais compte que la famille Flynn Fletcher possède un ornithorynque apprivoisé qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui qui détruit les Inators de son père. Si elle est aussi physionomiste que son père, elle ne le reconnaîtra que s'il a un chapeau. Enfoncé Clark Kent. Bref, voilà en gros la façon dont la série fonctionne avec ses règles. Si on passait à la suite... Partie 3, le degré d'élaboration de la série. On ne le répétera jamais assez, le degré d'effort investi par les auteurs est époustouflant. Et la technique est à la hauteur. Ce qui est époustouflant, c'est le but de ces efforts. On a mentionné qu'il y avait une continuité. À première vue, c'est assez surprenant pour une série humoristique, mais en fait, c'est loin d'être unique. Steven Universe, qui est quand même plutôt humoristique aussi, a une continuité également. Mais dans Steven Universe, la continuité est là parce que l'histoire de fond est sérieuse. C'est l'enrobage qui est humoristique. Comme on a dit, ce n'est pas le cas de Phineas et Ferb. S'il y a une continuité, c'est pour faire l'objet de gags. Tout est gag. Bonjour, agent P. Nous avons surveillé l'activité internet de Doofenshmirtz. Premièrement, nous savons ce que vous aurez à Noël, mais nous ne vendrons pas la mèche.
Invente. Bref, l'élaboration de la série, c'est ça. Le fait qu'il y ait un univers riche ou des personnages touchants, ce n'est qu'une conséquence de l'opération. L'objectif des efforts, c'est d'être extraordinairement drôle. C'est pour ça que la façon dont Phineas et Ferb explore l'art de faire des épisodes réhutes est très réussie. On l'a vu dans Les Motards de l'espace, c'est dur d'avoir un prétexte pour un épisode réhute qui ait pas l'air un peu bidon. La réponse de Phineas et Ferb est, c'est bidon et on assume. Si j'avais reçu un centime à chaque fois que je t'ai attrapé... Je croyais qu'il y en avait plus que ça. J'aurais juste de quoi m'offrir une sucette. De toute façon, cette série maîtrise assez bien l'art de l'épisode type. Ça se voit à l'épisode de Noël. Elle a compris que l'intérêt n'est pas de faire de l'inédit, mais de faire du classique de manière inédite. Mais revenons à cette histoire de continuité. On l'évoque parce qu'elle nous paraît assez représentative du reste, et qu'à moins d'analyser la série minute par minute, il va être dur de vous démontrer combien chaque blague, même la plus classique, est mise en scène de la façon la plus inventive possible. Mais citons un autre exemple. Les chansons. C'est ce que tu me dis. Miaou, miaou, miaou. Et mon cœur bat plus fort. Là aussi, les chansons dans une série humoristique pour enfants, c'est loin d'être rare. Mais celles de Phineas et Ferb ont deux particularités. Tout d'abord, ce ne sont pas juste des chansons toutes simples accompagnées à la gratte et massacrées par la VF comme dans Steven Universe. C'est Disney. Les chansons ont une instrumentation super recherchée qui, sans jamais reprendre un air connu en particulier, imite les différents styles musicaux avec tant de pertinence que même quand on est nul en musicologie, on reconnaît la référence. Et il faut le relever parce que c'est assez rare dans les dessins animés, on a laissé le temps aux voix françaises pour les travailler correctement et le résultat est formidable. C'est la vieille histoire d'un mauvais garçon et d'une femme fatale. On s'aime bien assez fort pour faire régner le mal. Mention spéciale à Adeline Chetaille, alias Vanessa, la meilleure chanteuse du cast. Oui, je suis un feu de joie, une armée rien qu'à moi. Et je suis plus forte que 1000 soldats. Mais le côté typiquement Disney s'arrête là. Ce ne sont pas des chansons détachables du contexte, des chansons sur de grandes idées que Dan Povenmire et Jeff Marsh auraient composées dans un moment d'inspiration, puis auraient essayé de caser quelque part dans l'épisode parce qu'elle est chouette. D'ailleurs, elles ne sont pas écrites d'une manière qui se voudrait poétique comme dans Steven Universe, mais d'une manière qui se veut efficace. Et je m'en vais dans la prairie, et on m'appellera Larry. Larry? Bah quoi? J'avais besoin d'une rime! Elle veut s'appeler Larry. Les phrases sont bien tournées, on ne se refuse pas de rime facile quand ça peut être l'occasion d'un gag, ni de tournure élaborée quand ça peut être l'occasion d'un autre. Elles ne sont pas écrites avec les pieds, mais elles sont pas prétentieuses non plus. Elles sont juste les chansons qu'il faut à cette série. Ce sont des chansons composées pour la circonstance qui tombent parfois comme un cheveu sur la soupe, parce qu'en faisant l'épisode, ils se sont dit « Allons, soyons fous, ici il y aura un rap ». Bon, c'est l'heure du goûter! Oh, je n'ai pas de bonbons. Oh, je n'ai pas de bonbons. Je suis un petit garçon et je n'ai pas de bonbons. Ta mère avec son bandeau brandit un bâton. Elle m'attaque comme une folle, mais je n'ai pas de bonbons. Magic et pas une pignette. Le résultat, c'est que les thèmes de ces chansons sont toujours improbables. Elle a l'air si pure dans ses jeans haute couture. C'est la reine disco du golf miniature. Il faut dire que les thèmes des épisodes sont eux-mêmes toujours improbables. Comme on a déjà dit, ce n'est pas dans son sujet que la série est élaborée. Elle n'est pas porteuse de grands messages sur l'héroïsme ou la famille recomposée, elle est porteuse des aventures de Phineas et Ferb. S'il y a un grand message, c'est tout simplement que la créativité apporte le bonheur et que le bonheur c'est le but de la vie. La limite étant de n'utiliser cette créativité que pour le jeu et pas pour conquérir le secteur des 3 états, sinon le SAS se chargera de mettre hors circuit Tessinator. La série n'a pas besoin d'en faire plus. Une série qui se donne la peine d'être intelligente, ce n'est pas forcément une série qui cherche à être intelligente, c'est plutôt une série qui ne se contente pas d'être bête. Par exemple, on peut essayer de traiter de sujets intelligents,
où on peut traiter n'importe quel sujet, mais le traiter intelligemment. Steven Universe est une série qui essaye d'avoir des thèmes intelligents. Phineas et Ferb est une série qui essaye de traiter intelligemment ces thèmes, fût-ce l'importance de savoir jouer au kickball pour gagner l'amour de sa maman, ou l'importance de ne pas s'enfuir sur Mars quand on se croit abandonné par ses amis. Autre chose de notable, la série s'attend à avoir des fans qui réfléchissent, est à l'écoute de leurs réflexions et oriente ses intrigues en fonction. Par exemple, Phineas et Ferb ne sont pas frères mais demi-frères. Lawrence Fletcher n'est pas le père biologique de Phineas et Candice. Qui est-ce dans ce cas? Ce ne sera jamais dit. Mais alors jamais, même dans les épisodes hors continuité. Ah, lui, c'est Ferb, c'est notre demi-frère. Maman s'est remariée? Mais qu'est-ce qui est devenu papa? Ah, c'est une drôle d'histoire. Il a... Une théorie de fan a donc voulu que le père en question soit Doofenshmirtz. Les auteurs ont répondu. Dans la série, on apprend dans un épisode que Doofenshmirtz a bien essayé de sortir avec Linda mais que ça n'a pas marché. Côté humour, on vous a parlé de l'extrême diversité des gags. Ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'on a souvent des gags en 3 temps. Il y a d'abord le gag qui fait rire l'enfant, ensuite le gag qui fait rire l'adulte, et enfin le gag auquel l'adulte ne s'attend plus. Par exemple, Doofenshmirtz et Perry font un duel avec des saucisses. C'est rigolo parce qu'ils utilisent des saucisses pour se battre, très drôle. Évidemment, ils font des commentaires sur la différence de taille entre les Strasbourg et les Francfort. Ok. Et au milieu du duel, out of nowhere, Doofenshmirtz fait mine d'utiliser la force. Eh non, c'était qu'une blague, mais reconnais que tu y as cru. Là, franchement, on l'avait pas vu venir. On pensait vraiment que ça allait s'arrêter à la blague sur la taille des saucisses. Ce qui me brise le cœur, c'est qu'on a découvert depuis qu'il existe des gens qui ne peuvent pas comprendre ce gag. Star Wars n'est pas si universellement connu en fait. Certains l'ont découvert avec le réveil de la Force, si c'est pas malheureux. Ceux-là ne pourront pas apprécier à sa juste valeur l'effort de traduction dans l'épisode à la Star Wars, qui reprend presque mot pour mot la VF du premier film. Non, c'était juste un pépin de piste laser. Non, c'est réparé, faut pas s'inquiéter de tout ça, tout baigne. Oui, tout va bien ici. Oui, je vous remercie. Et vous, ça va? Oh, dis-lui, je vais très bien. On vous envoie une escouade. Négatif. Nous avons un réacteur qui fuit. Non, donnez-nous quelques minutes, le temps de régler ça. Oui, une grosse fuite, c'est très dangereux. Qui est là? Quel est votre code de service? Manque de conversation, ce type-là. Oh, je commençais à entrer dans la conversation. C'est rarissime pour les VF de parodie en dessin animé. C'est pas trop grave si une partie du public ne saisit pas certaines références. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de gags. D'habitude, je suis plutôt remontée contre les séries qui préfèrent la quantité à la qualité, mais dans le cas de l'humour, c'est pas un mauvais choix. Et Phineas et Ferb a trouvé le moyen de miser sur la quantité et la qualité. Nous avons nous-mêmes eu des moments où on pigeait pas la référence. Par exemple... Je n'arrive pas à croire que l'usine est fermée. Sûrement à cause d'Internet. Ça doit faire référence à quelque chose d'ultra connu parce qu'il n'y a pas plus d'explications. Après, il parle d'autre chose. Il est possible que la référence soit mal traduite. Bien que la VF soit très soignée, au point même que les traducteurs ont rajouté des blagues faisant référence à la culture franchouillarde, c'est beau être matinal, j'ai mal. Il y a parfois quelques petites incohérences de traduction dues au fait que les traducteurs n'ont pas compris que certaines répliques allaient devenir des gags récurrents. Et il est arrivé au moins une fois que les traducteurs n'aient pas saisi la référence. En tout cas, cette référence-là sur les usines et Internet, on l'a pas saisie. Tant pis. En compensation, dans un autre épisode, Candice combat des monstres dans un monde virtuel. Si, c'est forcément une référence. Ça peut. Les références ne sont pas fortement explicites, elles se fondent toujours sur l'idée que le spectateur a une grande culture et pas besoin de rire préenregistré pour lui dire à quel moment il y a une blague. Par exemple, on ne saura jamais si c'est fait exprès qu'Isabella, la voisine et complice de Phineas et Ferb, soit habillée comme Helga dans les Arnold. C'est forcément exprès. Les tenues sont exactement les mêmes. N'empêche qu'Isabella n'est pas Helga, elle ne cherche absolument pas à dissimuler qu'elle est amoureuse de Phineas. C'est lui qui est trop occupé à inventer des trucs pour le remarquer. Le parallèle s'arrête vraiment à la robe et à la voix française. Puisque tu parles de Cara Design, évoquons enfin le dessin de la série. La première chose qu'on retient de Phineas et Ferb, c'est la tronche improbable des deux personnages principaux. C'est pas une tronche improbable, c'est une tronche d'initiale. Phineas a la tête en forme de P et Ferb a la tête en forme de F. Oui, selon une police de caractère très particulière. C'est pas très attrayant. En tout cas, j'ai failli ne pas regarder la série à cause de ça. Mais en fait, Phineas, Ferb, Doofenshmirtz et Perry sont les seuls personnages à avoir des têtes bizarres. Le reste du dessin est plutôt joli. Enfin, jolie façon série humoristique, mais jolie quand même. D'ailleurs, dans la loi de Milo Murphy, ils ont renoncé à avoir des personnages à la tête aussi improbable. On ne peut pas parler des efforts que fait la série sans évoquer le fait qu'elle s'efforce d'avoir une fin. Plusieurs même. Puisqu'en plus du dernier épisode, qui raconte le dernier jour de l'été, il y a un épisode qui se passe 10 ans plus tard, et un qui se passe le jour de la rentrée, même s'il est surtout centré sur Doofenshmirtz. Ce dernier est le plus satisfaisant des trois d'ailleurs, les deux autres étant loin d'être les meilleurs de la série. Il était temps qu'elle s'arrête, ça se sentait qu'elle commençait à s'essouffler. La preuve, dans les dernières saisons, il y a de plus en plus d'épisodes qui transposent des situations de Phineas et Ferb dans d'autres contextes, comme Indiana Jones, la préhistoire ou la Chine médiévale. Et ces épisodes ne sont pas mauvais en soi, mais il est clair que les auteurs se sont beaucoup plus amusés à les faire que nous à les regarder. Mais l'avantage de cette fin triple, c'est que Povenmire et Marsh ont soigneusement évité l'idée foireuse numéro 12. Rien n'est laissé sans conclusion.
Ça, en plus du fait que la série a su s'arrêter avant de réellement se gâter, ça mérite qu'on le relève. Voilà. Phineas et Ferb, ce n'est pas une série universelle dont l'humour parlera à tout le monde, ni une série parfaite dénuée d'épisodes légèrement plus faiblards que les autres, mais c'est une série qui fait tous les efforts qu'il y a à faire pour être drôle selon sa définition de ce qui est drôle. On peut ne pas accrocher, mais on ne peut pas dire qu'il y a eu négligence ou facilité dans sa réalisation. Même ses détracteurs reconnaîtront que tout ce que cette série est, elle l'est parce qu'elle a choisi de l'être, pas par erreur ou maladresse. Et le résultat, c'est que pour ceux à qui elle est destinée, cette série est une expérience revigorante et hilarante qui donne une folle énergie et mérite qu'on s'en souvienne. Ah bah te v'là, Pesmé. L'âge de pierre a été l'avenir à une époque, tout comme le Moyen-Âge. La créativité et l'invention ne s'arrêtent jamais. Ça ressemble un peu à des lucioles. Nadia, elle fait une grande fête d'Halloween samedi. Excusez-moi, mais je préfère ne pas en parler. On regardait tous le manège en même temps et selon la théorie quantique, la simple observation d'une expérience modifie déjà le résultat. Attendez, j'ai fait beaucoup d'haltères, laissez-moi essayer. Ce n'est pas ce que tu crois. On n'est pas ennemis, on est juste de très mauvais amis. Tu as entendu ce qu'il a dit? Non, pas vraiment, ma chère Eva. Laissez-moi finir, ensuite nous regarderons une vidéo. On sous-estime souvent le caractère collant des choses et de tout ce qui est collant, la sève du maracasier est de loin la plus collante. Oh, mon chéri, je compte les secondes en t'attendant. Il a intérêt à se pointer, sinon je réponds plus de rien. Je ne te décevrai pas, papa. Je peux pas me relever, j'arrête pas de glisser. Je vais au rayon fromage si tu veux hurler devant un camembert ou un gruyère. Tu as raison. Seulement, je me suis laissé un peu surprendre. Comment as-tu fait pour trouver le chemin? Ce sont mes enfants, Batman. Il faut que je le rapporte à mon père immédiatement. C'est ton ourson? Il m'a pris mon médaillon. Ah, agent P, il semblerait que le professeur Doofenshmirtz vienne d'acheter un stock impressionnant de patates, de bacon et de monstrueuses quantités d'oignons émincés. Je sens qu'il nous mijote quelque chose, c'est certain. Alors, à vos fourneaux, agent P. Et qu'une seule d'entre elles vienne à se réveiller, et tu retournerais dans le passé anéanti. C'est qui l'amateur en body? C'est un caméraman un peu geek qui est pas doué pour l'action. Il sait jouer à Pass of Exile et regarder la télé. Il est vraiment polyvalent, il peut même voyager dans le temps. Et parfois même il parle de derrière le canapé. Et des fois je suis même sur le canapé. C'est Pesmé derrière le canapé. Bien sûr, le canapé. Pesmé. En fait, c'est plutôt chaotique, Pesmé. Là, tu vois bien qu'on n'avait pas le temps de le dire en entier.